je reçois Yves Jeannot et Khadija qui revient tous les ans, qui vient fifoter avec nous. Bonjour Khadija. Bonjour. Bonjour Yves Jeannot. Bonjour. Alors toi, tu fais partie du jury en plus, invité de marque donc. Absolument, oui, c'est un grand honneur. Je suis très flatté de cet honneur. Bon, c'est vrai, c'est sympa. Alors, c'est la première fois que tu viens en Polynésie nous voir? C'est la première fois que je viens en Polynésie, absolument. Ouais, ouais. Et alors, comment as-tu été recruté? Ah ben ça, faudrait demander à la personne qui est venue me voir pour me demander de venir. Ah, je veux Alors, tout ce n'était savoir, pas moi. moi. Les petits secrets du FIFO. Fifotons. Fifoton. Ce n'était pas moi, c'est Cathy Marconnet qui a été au Sunnyside sur les conseils également d'Audrey Deman, qui est attachée de presse à France O et qui cette année nous a vraiment beaucoup aidé. Elle est venue l'année dernière au FIFO, je crois qu'elle est tombée amoureuse du festival et du coup elle a beaucoup bougé pour nous promouvoir, pour nous faire rencontrer des gens intéressants et notamment Olivier Milot de Télérama. C'est aussi grâce à elle qu'on a pu monter ce partenaire avec Télérama. Alors, Sunnyside of the Dock, et non pas of the Street. Alors, donc, tu es le patron. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, parce que bon, nous n'avons pas tout Vélas ici. Ben, d'abord, ça a 24 ans d'âge, donc voilà. Oui, mais on est très jeunes. Oui, on reste, oui. Et ce n'est pas un festival, contrairement à ce qui se dit souvent, c'est un marché international. Voilà. Donc c'est un lieu. Alors c'est un lieu où j'ai réuni tous les professionnels et du monde entier. L'an dernier, j'avais 63 pays représentés, donc qui couvrent les 5 continents. Voilà. Donc les gens qui font les films, les gens qui les distribuent et les gens qui les diffusent. Donc c'est un marché où les films finis vont pouvoir se vendre et se faire voir, au sens premier du terme. On va rester correct. Et où les projets se montent. Ah oui, donc il y a tout, c'est une chaîne du début à la fin, quoi, en fait. C'est-à-dire que si je viens à Sunnyside avec un projet, je vais chercher mes partenaires, je vais chercher mes diffuseurs, éventuellement mes coproducteurs, et je vais, faire ce qu'on appelle le plan de financement. Voilà, pour des documentaires, toujours. Uniquement pour du documentaire, oui. Voilà. Et ça marche. Et ben oui, bien, parce que qu'est-ce qui est primé après? Il y a des petits documentaires qui sont primés. Non, parce que ceux qui ont été impulsés. Alors, il y a une sélection parmi tous ces projets qui viennent à Sunnyside. J'en sélectionne un certain nombre, une trentaine, qui sont eux présentés en séance plénière devant les 300 décideurs que je fais venir et qui, évidemment, étant présentés de cette manière-là, ont plus de chances de trouver chaussures à leurs pieds. Voilà. Et ça se passe où et quand? À La Rochelle, du 25 au 28 juin cette année, et donc depuis 24 ans, voilà. Et par ailleurs, j'organise aussi en Asie un événement qui s'appelle l'Asian Side of the Dock, et en Amérique latine le LSD, Latin Side of the Dock. Bah voyons. Ça fait planer tout ça. Voilà, et qui sont un peu des équivalents, mais à échelle plus régionale, comme disent les anglo-saxons, donc des rencontres entre les latinos et les européens, entre les asiatiques et le reste du monde, donc de manière à aider à développer ces nouveaux marchés que sont l'Amérique latine et l'Asie. Et eux découvrent le documentaire? Pour l'Asie, oui, c'est une découverte relativement récente. Et ils vont très 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 vite. Oui, parce que le documentaire, ça fait réfléchir. Et oui, c'est embêtant. C'est pas un peu, C'est ennuyeux. Mais ça correspond aussi à des besoins éducatifs. Et quand je dis éducatif, c'est pas scolaire, c'est au sens vraiment large du terme. Donc ça correspond à des besoins éducatifs dont ces pays-là ont besoin. Qu'est-ce qu'ils demandent plutôt comme style des thèmes? Très ouverts. Ce dont ils ont besoin, ce sont des films qui justement vont contribuer à ouvrir les yeux et les esprits de leur population sur le monde. C'est un des effets peut-être pas prévus de la globalisation économique,
que ça provoque aussi l'apparition de classes moyennes, l'apparition d'outils même s'ils sont dans certains pays interdits, le cracking c'est pas pour les chiens, donc les jeunes savent regarder ce qu'ils n'ont pas le droit de regarder, et donc ça génère... Tout le monde a regardé par le trou de la serrure. Et avant. Là, ils regardent par les trous d'Internet. Voilà, et heureusement que ça existe. Et donc, il y a une forte appétence, on va dire, une forte demande. Et que même les régimes les plus... allez, autoritaires, on va le dire, ou censurés. Contrôleurs. Oui, allez. Sont obligés de s'adapter à ça et donc de laisser passer. Alors, au début, ils laissent passer des documentaires animaliers. Oui, ça mange pas de pain. Enfin, quoique. Oui. Et puis ça s'étend un petit peu à des documentaires de découverte culturelle. Et puis après, ça va s'étendre à la science, allez-y. La science, allez-y. Bon, c'est pareil. Si on fait des documentaires scientifiques, on commence à toucher à des choses qui vont révolutionner. Pas si innocentes que ça. Mais... Voilà. Ça coince encore un petit peu sur l'histoire, mais bon, il y a des tabous en Asie auxquels on peut pas, voilà, ça c'est pas possible. C'est tout ce qui concerne l'homosexualité, la nudité, la sexualité en général. Voilà. Bon, il faut les laisser progresser petit à petit, de toute façon. On a connu ça, hein, oui. tout. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps, les femmes allaient encore à l'église avec un foulard sur la tête. Hein. Voilà. Enfin bon, voilà. Donc tout ça est dans des processus d'évolution qui vont très très vite. Oui, en fait, c'est très rapide par rapport à l'évolution humaine. C'est très rapide par rapport à l'évolution humaine, ça c'est sûr, mais même c'est très rapide par rapport à l'évolution médiatique, si on reste sur notre secteur. Et l'Asie, en 4-5 ans, là, a vraiment fait un chemin que nous avons mis 50 ans à faire avant. Mais ça va vraiment très très vite. Alors l'Amérique latine, c'est complètement différent, c'est là, le documentaire n'est pas nouveau, mais le documentaire reste un genre, comme le cinéma d'ailleurs, reste un genre... un genre mineur qu'on garde bien. Il est mineur parce que les pouvoirs économiques le laissent dans un... Surtout le laisser dans oui, un surtout comme un genre si on a des voilà. documentaires avec une problématique qui oui, va... on sait bien que dès qu'on ouvre le tiroir, voilà. Les gouvernements ont peur de la boîte de Pandore. Voilà. Traditionnellement en Amérique latine, ça se fait sous des modes plutôt militants et alternatifs, voilà, donc plutôt via des écrans cinéma que des écrans télé, mais tout ça va exploser aussi parce que les systèmes télévisuels hyper contrôlés des télévision d'État, etc. Bon, c'est un peu... Finalement, le fait qu'il y ait Internet, ça va va permettre de déborder par la base. Absolument. Alors, ma question, puisque ce matin, on a commencé les premières visions, là... Je ne dirai rien sur les films que j'ai vus. Moi, j'ai dit non, mais je voulais savoir... Non, bien sûr. Il n'a pas le droit. Il est membre du jury. Mais il est membre du jury. Non, mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est une découverte est-ce qu'ils sont quelque chose de différent parce qu'ils sont océaniens par rapport aux documentaires que tu connaissais? Là, jusqu'à présent, les films que j'ai vus ont à voir avec les enjeux océaniens, mais ne sont pas forcément des films océaniens. Il y avait une production deux productions australiennes ce matin. Donc les productions australiennes, oui, je les vois facilement et régulièrement. Donc jusque-là, je ne peux pas vraiment répondre à ta question puisque la compétition est plutôt une sélection de films internationaux. Bon. Oui, ce matin, il y avait aussi un film de Nouvelle-Calédonie, je crois. De Papouasie. Papouasie, il y avait un film sur, tourné Monique, en Monique, Papouasie. un truc comme ça. Ouais, non, il y avait un film de Nouvelle-Calédonie aussi sur la Monique. Là. Oui. Voilà. Ah, Monique. Voilà. Je n'ai pas tout vu. Mais voilà, non, ma question c'était finalement, après, à la fin de ce festival, est-ce que pour toi ça aurait été une découverte d'avoir vraiment des documentaires océanien, est-ce qu'il y a quelque chose de différent avec les autres documentaires? Mais bon, puisque non, je crois pas. Je crois qu'il y a, je crois pas que ce soit, ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, et j'en ai pas vu beaucoup, quelques-uns, de strictement océaniens, on va dire tahitiens ou calédoniens pour l'essentiel.
il n'y a pas une différence radicale avec ce que je peux voir dans le reste du monde. Il y a les mêmes niveaux de qualité ou de type de documentaire. Il y a des documentaires qui s'adressent à des publics plus domestiques, d'autres à des publics plus vastes, plus larges, et certains, rares, à des publics universels. Donc ça dépend à la fois de l'histoire et de comment l'histoire est racontée. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai plutôt vu des films locaux, on va dire, océaniens, et à l'exception de ces films australiens qui, eux, sont beaucoup plus, d'un point de vue beaucoup plus global, enfin certains d'ailleurs, c'est pas le cas de tous, j'ai pour l'instant plutôt vu des films qui s'adressent à un public qui connaît par exemple qui connaît la Nouvelle-Calédonie ou qui connaît Tahiti et qui peut, parce qu'il y vit ou parce qu'il connaît ces îles, entendre ce que racontent ces films. Et que pour un public qui n'a jamais mis les pieds en Océanie... Voilà, ça va moins parler. Ben oui, mais ça, c'est vrai dans le monde entier. Alors, question, un bon documentaire, est-ce qu'il doit s'adresser... Ah, ben ça, c'est la question qui tue, mais non, il s'en occupe, donc il doit répondre. Un bon documentaire, est-ce qu'il doit s'adresser à un public universel ou alors est-ce qu'il doit toucher... Il faut qu'il soit cohérent, c'est-à-dire que je peux très bien produire un film pour un public de niche, pour un public local, pour un public domestique, parce que cette histoire que je veux raconter n'a de sens que pour le public local. Donc je vais produire un film qui s'adresse à 60 000 ou 600 000 spectateurs potentiels. Oui, ça c'est local. Oui, non, on serait content d'en avoir autant. Non, mais c'est non, ça, oui. Voilà. Ou je vais faire un film qui est fait pour le marché international, donc qui doit s'adresser aussi bien à un Japonais qu'à un Sud-Africain, un Canadien et un Tahitien. C'est une autre paire de manches. Oui, voilà. ça doit être beaucoup plus compliqué. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On ne peut pas... D'abord, le nombre de documentaires qui se font avec cette ampleur globale sont très rares. Donc, alors que des films qui sont faits pour des publics domestiques sont fort nombreux. En France, c'est plus de 90% de la production française qui ne sort pas des frontières. Parce que ce sont des sujets domestiques. Voilà. Alors, on peut se poser la question, quand on a une production peu nombreuse, qui est votre cas ici, par exemple, bon, il est logique que sur une production peu nombreuse, avec un public domestique qui est peu nombreux également, des chaînes de télévision peu nombreuses, on voit bien que la production ne peut pas être tout d'un coup... universel, voilà. Destination de public. Et c'est très bien. C'est pas tout à fait le cas en France où là, à mon avis, il y a une petite erreur d'orientation. Khadija, tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais dire que on sent l'évolution aussi ici de la production. Et pour revenir sur ce que disait Yves tout à l'heure, au niveau du FIFO et de sa programmation, des films que l'on reçoit, on voit aussi qu'on commence à parler plus des choses qui fâchent. Je parle des choses on a toujours parlé des choses qui fâchaient en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Tahiti, des films C'est l'omerta. C'est pas l'omerta, mais des films de production française. En tous les cas, on parlait pas beaucoup. Par exemple, je me souviens d'un film qui avait marqué le public qui s'appelait Bombing Paradise. Aujourd'hui, on a 2 films qui parlent des essais nucléaires et qui sont de production ou coproduction locale française. Donc ça veut dire aussi que la programmation évolue, que la production évolue et qu'on va parler... le FIFO est sans doute moins consensuel qu'il a pu l'être à ses débuts. Oui, donc ça fait partie aussi des avancées. C'est pour ça qu'il y a le FIFO aussi. Enfin, ça fait évoluer les mentalités et des producteurs et du public. Oui, moi, je vois la même chose dans les pays asiatiques, par exemple, qui au départ, alors là, étaient même beaucoup plus stricts en disant attention, on ne montre pas de films qui critiquent le pays, et ça veut pas dire
seulement qui ne critique pas le gouvernement, c'est qui critique pas le pays. Et puis on ne dit pas de mal de pays avec lesquels on est en relation diplomatique, parce que ça ne se fait pas. Finalement, on finit par ne pas dire grand-chose. Et ben voilà, on finit par faire un festival de film animalier. Oui, au moins. Je dois quand même dire que ici à Tahiti, et en disant ça, je ne fais pas de politique, j'évoque simplement quelque chose. Pour bénéficier de l'aide de la PAC, de l'aide à la production audiovisuelle, il ne faut pas faire de films qui donnent une mauvaise image de la Polynésie. Déjà, ça c'est le postulat de départ. C'est un postulat de. Alors, ça a peut-être changé depuis quelques années. En tous les cas, jusqu'à, il faudrait le vérifier. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, voilà. Si on voulait bénéficier de l'aide à la production, donc en espèces sonnantes et trébuchantes, il ne fallait pas présenter de films qui puissent dévaloriser ou donner une mauvaise image de la Polynésie. Voilà. Écoute, on va espérer que ça va évoluer. Puis je vais donner le micro. Enfin, je vais lui laisser pour la conclusion. Est-ce que ça va être difficile de juger? C'est la question qui tue, là. On va pas se mettre à se plaindre. No complaint, comme on dit en anglais, c'est quand même un grand privilège et un grand plaisir d'être jury, de voir 15 films, je crois que c'est ça, de voir 15 films et de dire lequel je préfère, c'est quand même... Oui, il y a pire comme situation. Il y a pire, c'est pas la mine, quand même. Alors ça va être rigolo, parce que comme on est 11 dans le jury, on va pas être d'accord, on va s'engueuler, je vois déjà avec qui je vais m'engueuler. Des noms dommage. Mais ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt voilà. Donc non, je le prends comme un moment privilégié, parce que c'est vrai que je voyage beaucoup, je travaille beaucoup, et j'ai finalement peu le temps de prendre le temps de voir des films tranquillement. Voilà. Ou alors c'est à des heures pas très catholiques. Eh bien, écoute, surtout que le pape s'en va. Donc là, le fait d'être dans un fauteuil, dans une salle de cinéma, avec des gens qui m'amènent, qui me ramènent, qui m'amènent visiter des radios fort sympathiques et tout, c'est vraiment un grand bonheur. Donc il y a pas de. Je prends ça avec beaucoup pas de pathos. Non. Eh bien, écoute, merci. Je recevais Yves Janot, Khadija. Merci. En tout cas, reviens souvent nous voir et à très bientôt. Voilà, un petit mot de. Oui, vas-y. Non, mais il est comme tout le monde. Coupé. Non, mais juste, voilà. Non, juste, donc, Sunnyside, j'ai expliqué en 2 mots ce que c'était, et j'espère y accueillir cette année une délégation de producteurs tahitiens et néo-calédoniens qui sont en train de s'organiser pour venir ensemble. C'est un scoop. Et également, et je l'espère aussi, de permettre aux films, en particulier aux films qui vont être primés au FIFO, d'avoir une plateforme de diffusion internationale à La Rochelle. Et voilà, on va essayer de mettre tout ça en musique. Eh bien, merci Yves, c'est une excellente nouvelle. Merci de nous avoir réservé le scoop. C'est la première fois que nous en parlons. Un scoop mondial.